Sud Radio, les vraies voix de l'été. Les vraies voix de l'été, toujours dans la bonne humeur, vous avez pu le remarquer, qui sont de retour jusqu'à 19h sur Sud Radio. Nous sommes avec Philippe David, que vous ne pouvez pas ne pas entendre, effectivement, il est toujours là, toujours souriant. Nous sommes avec Xavier de Namur, mais j'essaye, écoutez, et avec Maxime Thiebaud, Clément Barguin, pour nous suivre vos commentaires très nombreux sur le Facebook et le Twitter de Sud Radio. Et j'en profite justement pour vous dire et pour vous le rappeler, vous nous appelez quand vous voulez, au 0826 300 300, notamment pour nous dire si vous habitez dans une ville ou un village d'où vous voyez des éoliennes. Est-ce que vous trouvez ça laid, les éoliennes? Est-ce que vous voulez qu'on arrête d'en implanter? Ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez que c'est bon pour l'environnement et qu'après tout, c'est pas si moche que ça? Dans les deux cas, 0826 300 300, vous venez débattre avec nous et nos deux invités. Toute l'énergie éolienne que nos existences contiennent à s'envoler, laissant tout le vent enfermé au fond de nos postes de télé. Effectivement, les éoliennes ont toujours déchaîné les passions. Nous accueillons Jean-Louis Buttret. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Vous êtes le président de la Fédération Environnement Durable qui regroupe près de 1400, si j'ai bien compté, associations anti-éoliennes. Bonjour à vous, Jean-Yves Grandidier. Bonsoir à vous-même. Est-ce que vous êtes en direct avec nous? Non, vous n'êtes pas encore en direct, mais vous allez nous rejoindre dans quelques instants. Vous êtes le président fondateur de Valorem. C'est une société productrice d'électricité produite à partir d'énergie renouvelable. Pourquoi nous parlons aujourd'hui des éoliennes? Eh bien, parce que d'abord, c'est un débat qui ne s'arrête jamais et que la contestation contre l'implantation des éoliennes a tendance à se multiplier, à augmenter. Et par exemple, il y a quelques semaines, près de 65 associations ont déposé un recours rien que dans une seule région, c'était en Nouvelle-Aquitaine. Je crois qu'on a retrouvé Jean-Yves Grandidier. Vous êtes avec nous? Oui, excusez-moi. Bon, bonsoir, j'avais coupé le micro là. Donc, vous avez coupé le micro, mais c'est dommage quand même de produire de l'énergie et puis d'avoir une coupure de courant quand même. Bienvenue sur Sud Radio, Jean-Yves Grandidier, président fondateur, je le disais, de Valorem, société productrice d'électricité à partir d'énergie renouvelable et du coup pas que de l'éolien, mais notamment de l'éolien. On est d'accord, Jean-Yves Grandidier? Tout à fait. Tout à fait, parfait. Est-ce que c'est un peu comme Enercop, la société? Question de Xavier de Namur, qui vous demande si vous êtes un concurrent de Enercop ou alors un collègue. Jean-Yves Grandidier. Non, Enercop est un fournisseur d'électricité, hein, il n'est pas producteur, alors que nous, on est producteur d'électricité. En fait, Enercop serait plutôt un client, et c'est d'ailleurs un de nos clients. C'est ça, ce qui veut dire que vous, par exemple, vous produisez à partir d'éoliennes, à partir de panneaux solaires. C'est vous qui installez des éoliennes, on est d'accord? Exactement. Je fais à peu près le même métier qu'EDF, sauf qu'au lieu de le faire avec des centrales nucléaires, on le fait avec des parcs éoliens, des parcs photovoltaïques, et on vend effectivement notre électricité à des fournisseurs d'électricité, dont Enercop fait partie. Et effectivement, on a un certain nombre de contrats sur un certain nombre de projets où on leur vend l'électricité en tant que fournisseur d'électricité. Alors, oui, en tant que producteur, en tout cas vous-même. En tant que producteur. Voilà. Nous sommes donc avec l'un des opposants à votre activité, puisqu'il s'agit de Jean-Louis Buttret, président de la Fédération Environnement Durable, qui regroupe 1400 associations anti-éoliennes. Jean-Louis Buttret, je le disais à l'instant, on a l'impression que les anti-éoliens, si vous permettez que je vous appelle ainsi, mais c'est pour résumer, hein, pas davantage, ont tendance à se regrouper et à être de plus en plus nombreux. Est-ce que vous le confirmez? D'abord, on est des citoyens, c'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens des lobbies des industries, donc il faut bien se regrouper. À partir du moment où des gens veulent lutter contre quelque chose en France, ils luttent avec quelques euros. Pour se payer des avocats, c'est difficile, donc il est évident qu'il faut se fédérer, et c'est la Fédération Environnement Durable qui regroupe en réalité plus de 1500 associations. Il y a tous les jours des nouvelles, et il se trouve qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a un plan absolument scandaleux qui est sorti, il s'appelle le SRADET, et les associations de la Fédération Environnement Durable ont décidé de se regrouper, c'est-à-dire chaque département, et finalement ça permet évidemment de lutter avec de peser plus lourd, voilà. Donc vous faites. Alors juste un petit mot pour les sondages. Je voudrais quand même consolider votre sondage actuel, puisqu'aujourd'hui il y a un énorme sondage dans le Figaro. Je m'excuse de le citer. Il y avait le Figaro de 3 pages aujourd'hui dans la première concernant l'éolien, et à cet instant, faut-il continuer à développer l'éolien? Oui, 31%, non, 68%. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus de 70 335
votants. Oui, ce sont les chiffres assez habituels d'ailleurs des sondages sur le site du Figaro.fr. Quoi qu'il en soit, justement, ce projet contre lequel 65 associations ont déposé un recours, c'est celui que vous venez d'évoquer, 165. Merci de me rectifier. Jean-Yves Grandidier, président fondateur de Valorem. Est-ce que vous-même vous confirmez que vous avez de plus en plus de mal à implanter des éoliennes sur le territoire français parce que l'opposition devient de plus en plus forte? Non, j'ai pas plus de mal. Au contraire, j'ai des maires dans certaines régions où il y a beaucoup d'éoliennes, comme les Hauts-de-France, où j'ai installé des éoliennes il y a 10 ans. Et quand je vais les rencontrer, puisqu'on est un acteur du territoire aujourd'hui avec nos éoliennes, et on continue avec notre production à être présent et à apporter effectivement de la richesse, de la production nouvelle, du dynamisme aussi dans ces régions-là. Eh bien, quand je les vois, je leur dis « Bonjour monsieur le maire, comment ça va ?» Il me dit « Non, ça va pas ». Et je lui dis « Pourquoi ?» Parce que vous voulez plus installer des éoliennes sur ma commune. Je dis « Mais pourquoi ?» Parce qu'il n'y a plus de place, donc vous êtes en train de les installer sur la commune voisine. Voilà la réflexion. Qu'est-ce que ça apporte à un maire, concrètement, puisque vous me racontez... Alors, c'est vrai que c'est un cadre un petit peu idyllique que vous me décrivez, mais j'ai pas à douter de votre bonne foi. Mais alors, expliquez-moi plus précisément. Pourquoi le maire dont vous parlez, par exemple, a tant besoin que ça qu'on installe des éoliennes dans sa ville? Qu'est-ce que ça lui apporte? Parce que aujourd'hui, ça lui apporte... une image positive, une image de commune qui est dynamique. Ça lui apporte des revenus, bien sûr, ça lui apporte des travaux dans sa ville. Moi, l'autre jour, alors c'était pas sur l'éolien, mais c'est pareil, j'ai loué des terrains pour pouvoir mettre un parc photovoltaïque dans les Landes. Et quand on a été signé un certain nombre de contrats pour faire de l'investissement participatif, parce que c'est ça aussi qu'on fait dans nos projets, et beaucoup de mes confrères font de même, c'est d'inviter des citoyens à investir dans nos projets. Eh bien, quand j'étais signé ces contrats avec eux, le maire m'a dit, mais moi, le loyer pour lequel je loue mes terrains, eh ben, c'est l'équivalent de ma perte de dotation générale de fonctionnement de l'État. Il faut voir qu'effectivement... Ça rapporte beaucoup aux communes, quoi. Ça rapporte aux communes, c'est pas beaucoup, mais ça rapporte aux communes. C'est important. Et aujourd'hui, il y a un désengagement de l'État vis-à-vis des communes, les dotations générales de fonctionnement baissent. Eh bien, c'est un formidable moyen pour ces communes de pouvoir trouver des ressources et de pouvoir continuer à avoir des dynamiques, de pouvoir créer de l'emploi. Ça crée de l'emploi aussi localement. On a besoin de mettre en place des agences de maintenance dans les territoires où on est, parce qu'on ne peut pas faire de l'exploitation et de la maintenance d'éoliennes depuis 3000 km. Il faut aller de temps en temps mettre les mains dans la graisse, il faut être sur place. Et du coup, vous avez des emplois, des gens qui vont entretenir les éoliennes sur place. Jean-Louis Buttret, j'imagine évidemment que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que vient de décrire Jean-Yves Grandidier. Pourquoi luttez-vous contre les éoliennes? Je sais qu'il y a beaucoup d'arguments, que vous en portez beaucoup, mais quelles sont les principales nuisances vous-même que vous dénoncez et contre lesquelles vous vous élevez? Écoutez, pourquoi il y a 1500 associations dans toutes les régions de France? Il y a de nombreuses raisons, on pourrait les citer les unes après les autres. D'abord parce qu'il y a des nuisances, contrairement à ce que disent les promoteurs, parce qu'il faut savoir, actuellement, la personne qui vous parle, non seulement elle est industrielle de l'éolien, mais aussi c'est elle qui a créé le syndicat des énergies renouvelables, France Énergie Éolienne, donc représente toute cette industrie, donc il est en train de vous vendre des aspirateurs en disant c'est merveilleux. Il défend sa profession, ça nous arrive assez souvent, si vous le permettez. Tout à fait, mais ce qu'il faut bien voir quand il dit que ça rapporte aux communes, il faut peut-être savoir aussi d'où vient l'argent. L'argent, c'est des hausses de tarifs d'électricité, c'est des taxes. Et en effet, les communes, actuellement, on est en train de les approuvrir. Donc, tous les maires cherchent des ressources, donc ils sont prêts à mettre des... Il est logique, en tout cas, qu'un professionnel des éoliennes nous dise qu'il aime son métier ou alors et en vient, effectivement. Moi, j'aimerais qu'on revienne plus concrètement. Vous parlez de nuisances. Expliquez-moi concrètement, Jean-Louis Buttret, quelles nuisances vous évoquez? Les gens qui vivent à 700 à 1000 mètres des éoliennes, il y en a qui n'en peuvent plus. Ils disent, je vais en crever. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne dorment plus. Alors, c'est pas tout le monde, heureusement, mais puis en plus, vous avez des phénomènes curieux. Ça a l'air bête, mais enfin, il y a des troupeaux entiers qui meurent. On aimerait savoir pourquoi, parce qu'il y a des éoliennes. N'empêche que c'est vrai. Jean-Yves Grandidier pourra répondre dans un instant. Pourquoi que vous décrivent vos adhérents qui nous disent
disent, moi j'habite à 100... Moi j'aimerais savoir, c'est une question importante, que vous disent vos adhérents, Jean-Louis Buttré, qui vous dit j'habite à 150 mètres d'une éolienne, je n'en peux plus. Ça provoque quoi? Les éoliennes actuellement peuvent atteindre 235 mètres de haut. D'accord. Et la loi fait que les promoteurs peuvent la mettre à 500 mètres. Que vous disent... Faites un calcul à 500 mètres. Si vous vivez à 500 mètres d'une éolienne de 250 mètres de haut, je vous garantis, que vous aurez des nuisances. D'accord, mais lesquelles? C'est ça que je vous demande. C'est juste ça, Jean-Louis Buttré. Les gens ne peuvent pas. C'est une obsession. Ça fait du bruit. Alors, c'est le bruit. Voilà, il y a des gens qui disent la maison est traversée par la lumière des éoliennes. Ouais. Ces gens-là ne peuvent plus vivre. Et on en a tous les jours qui nous appellent. Et on a même essayé simplement de faire reculer les éoliennes. Ouais. Et les promoteurs, pour des questions d'argent, disent ah ben non, ça va gêner notre business. C'est absolument dégueulasse. Je m'excuse de dire ça. C'est autre chose. Mais effectivement, il y a des gens malades, mais ça va gêner le business des. Et deuxièmement, ce que je voudrais dire, c'est que, comme quand Jean Didier dit, ça rapporte, etc. Alors, on va y revenir sur le côté économique. Ne vous inquiétez pas, le débat n'est pas terminé, Jean-Louis Buttré. Restez avec nous également, Jean-Yves Grandidier. Vous allez répondre. Vous êtes le président fondateur de Valorem, quand Jean-Louis Buttré lui-même est président de la Fédération Environnement Durable. On va revenir sur ces nuisances que pointent les opposants aux éoliennes et également, sur l'aspect économique de la chose. C'est normal qu'il y ait un aspect économique. On y reviendra. Je voudrais que vous nous appeliez, les amis. 0826 300 300. Vous habitez peut-être à côté d'une éolienne. Est-ce qu'effectivement c'est pénible? Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce qu'il y a de la lumière? Enfin, qu'est-ce que ça provoque chez vous? Moi, j'aimerais vraiment savoir, parce que on entend beaucoup parler de nuisance. On voudrait savoir concrètement ce que c'est comme type de nuisance. On est toujours avec nos 3 vraies voix qui vont continuer à intervenir et reprendre la parole dans ce débat sur Sud Radio. On continue à vous poser cette question. Faut-il continuer à développer l'éolien en France? Clément Barguin, Facebook et Twitter. Sur Facebook, c'est non à 74%. Sur Twitter, non à 82%. Il ne faut pas continuer à développer l'éolien. Un commentaire d'Alain qui nous dit: les gens ne veulent plus de nucléaire, plus d'énergie fossile, ne veulent plus d'éolien, pas de panneaux photovoltaïques non plus. Par contre, aucune solution alternative. Ah, effectivement. Le débat, le grand débat des vraies voix. Faut-il continuer à développer l'éolien? Vous votez sur le Facebook et le Twitter de Sud Radio. Clément Barguin refera dans quelques minutes un point sur notre sondage. Nous sommes toujours avec nos 3 vraies voix du jour. Philippe David, Xavier Denamur, Maxime Thiebaud, et avec nos 2 invités, Jean-Louis Buttré, président de la Fédération Environnement Durable, qui regroupe des associations anti-éoliennes, et Jean-Yves Grandidier, président fondateur de Valorem. C'est une société qui produit de l'électricité notamment à partir des éoliennes. Nous sommes aussi avec Claude qui nous appelle au 0826 300 300 depuis Perpignan. Bonsoir Claude. Oui, bonsoir les vraies voix et bonsoir à vos invités. Oui, voilà, moi je suis à Perpignan depuis peu, je viens de l'Ariège et pendant que j'étais en Ariège, je me suis beaucoup préoccupé de l'irruption possible d'éoliennes parce qu'on a essayé d'en mettre aussi en Ariège et jusqu'à présent on a réussi à expliquer aux élus et aux gens que c'était une fausse bonne idée en fait, parce que ce qu'on dit pas, si vous voulez, on parle d'argent, on parle de nuisances, les nuisances c'est vrai, l'argent c'est vrai aussi, sauf que c'est une subvention qui est payée par tout le monde et c'est non pas de l'argent qui tombe, c'est pas la rentabilité de l'éolien qui produit de l'argent pour les communes, c'est en fait la subvention qui est donnée publiquement à l'éolien. Et les nuisances dont vous parliez, vous les avez constatées aussi dans l'Ariège, c'est ça? Oui, pardon, les nuisances dont vous parliez, vous les avez vous-même constatées? Fort heureusement, parce qu'on jusqu'à présent on n'a pas accepté d'éoliennes, mais on est allé voir ailleurs, on est allé voir dans les historiques, ceux qui étaient dans l'Aveyron et ailleurs, les Vézous et toutes ces régions-là où des gens, il faut savoir, sur le plan des nuisances, mais c'est pas le but de mon appel, sur le plan des nuisances, si vous avez une maison à la distance réglementaire des éoliennes, 500 mètres, vous ne pouvez plus la revendre. Donc ça veut dire déjà que si vous avez bossé toute votre vie pour avoir une maison, quand vous arrivez au moment où il y a des éoliennes autour, votre maison n'a plus de valeur. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que les éoliennes, en fait, elles ne réduisent en rien les émissions de CO2. Or, le vrai problème, c'est quand même le réchauffement climatique. C'est pas l'enrichissement des mers parce que l'État donne plus de subventions. Le vrai problème, c'est est-ce que l'éolien permet de réduire les émissions de CO2 Pourquoi ça ne les réduit pas? Parce que je vais vous expliquer très vite, vous allez comprendre. Une éolienne de 2000 kW, elle produit 2000 kW quand le vent est à 50 km à l'heure. Ouais. Mais quand le vent est à 15 km à l'heure, elle a déjà démarré et elle produit seulement 190 kW. C'est pas pareil, 2000 et 190. Alors si vous voulez, comme 22% du temps seulement, l'éolienne distribue l'électricité correspondant à sa puissance nominale, pendant les 78% du temps où le vent n'est pas assez fort ou est absent, il faut autre chose pour
produire l'électricité, et c'est du gaz. En général, c'est du gaz parce que c'est l'énergie la plus souple pour pallier la variabilité de l'éolien. Alors, je vais demander dans un instant, mon cher, je vais demander dans un instant, mon cher Claude, excusez-moi, à Jean-Yves Grandidier s'il confirme effectivement ce que vous venez de nous dire. Je suis obligé d'avancer. Je parie qu'il ne confirmera pas. Bon, on verra, mais on peut tenir le pari. On verra, mon cher Claude. Si j'avance aussi, c'est parce qu'on a aussi Laurent qui nous appelle au 0826 300 300 depuis Montpellier, lui. Bonjour à vous, Laurent. Bonsoir, plutôt. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir à tous. Bonsoir à tous les Brévois. Alors, est-ce qu'il faut continuer les éoliennes ou pas pour vous ? Et non, là, il suffit de regarder sur le site Electricity Map, d'accord, qui vous donne c'est un site qui est destiné à montrer la production de CO2, donc ce qui nous intéresse. Vous voyez que l'Allemagne, le Portugal et tout en ce moment où il n'y a pas de vent, le régime anticyclonique, ça marche au gaz, quoi, tout simplement. Ça marche au gaz. Ça, c'est l'Allemagne, mais la France. Et oui, alors la France, elle, qui a une production nucléaire. Bon, mais on veut baisser le nucléaire à 50%. Pourquoi 50%? Dieu seul le sait. Et je ne sais pas. Et l'éolien, qui a une production de 25% de sa charge nominale, de sa puissance installée, ne sera pas compensé par le nucléaire tout seul. Il faudra rajouter du gaz. Donc les centrales à gaz seront, parce que les centrales à gaz sont peu chères, c'est-à-dire le gaz est pas cher en ce moment. Et d'ailleurs la production d'électricité de RTE vous est donnée pour 2019, où il y a une consommation supplémentaire de gaz pour fabriquer de l'électricité en France. C'est très clair, ça. C'est écrit noir sur blanc. Donc, alors après, moi, si je... Vous vous rendez compte où on va? Bon, je comprends en tout cas ce que vous vouliez nous dire. Après, si j'étais presque de mauvaise foi, mon cher Laurent, je vous dirais, mais dans ce cas-là, la solution, ce serait presque d'installer davantage d'éoliennes pour arriver à compenser la baisse du nucléaire, quitte à en mettre partout. Quoi qu'il en soit, ça c'était plus pour pour faire un trait d'humour. Merci de nous avoir appelé, Laurent. Depuis Montpellier. J'aimerais juste une dernière question, demander à monsieur, excusez-moi, son nom m'échappe, Jean-Yves Grandidier, qui est président fondateur de Valorem, qui va vous répondre tout de suite. Monsieur Grandidier a combien d'éoliennes autour de chez lui ou devant chez lui ou voilà. Et monsieur Nicolas Hulot en a combien aussi à la vue devant chez lui? Aucune. Il n'est pas là pour se défendre. Non, aucune. Il n'y a pas de. Merci Laurent de nous avoir appelé depuis Montpellier au 0826 300 300. Jean-Yves Grandidier, bon, vous êtes toujours avec nous, j'espère, président fondateur de Valorem. Toujours là. Bon, alors plusieurs questions qui vous sont adressées. Je vous laisse y répondre assez rapidement. D'abord, est-ce qu'il y a des éoliennes devant chez vous? Il n'y a pas d'éoliennes devant chez moi parce que j'habite dans la banlieue de Bordeaux, donc effectivement c'est un peu compliqué. Par contre, étant dans la banlieue de Bordeaux, avec des autoroutes à moins d'1 kilomètre de distance, je subis des nuisances sonores beaucoup plus importantes qu'une éolienne à 500 mètres. Je vous prie de le croire. Avec les autoroutes, avec les voies ferrées. Alors moi, j'ai pas trop de voies ferrées, c'est plutôt les autoroutes ou la rocade bordelaise. Donc, en fait, la question du bruit, on a la réglementation du bruit la plus drastique au monde, en France. Ça fait quel type de bruit? La réglementation, si vous voulez, une éolienne, ça fait 35 décibels à 500 mètres à peu près. 35 décibels, c'est moins que le bruit d'une machine à laver la vaisselle. Voilà, c'est à peu près ça. Moi, je viendrai avec vous dans une réunion publique, je demanderai à tout le monde de se taire pendant la réunion publique, je mettrai mon décibelmètre et vous verriez qu'on est à 40 décibels, personne ne parlant. J'ai un exemple à ce niveau-là, puisque tout à l'heure vous m'avez dit oui, c'est un maire, effectivement, je ne peux pas vous donner son nom parce que ce serait discourtois. Allez voir un article qui est paru dans Sud-Ouest en 2017. C'est le 26 septembre 2017. C'est à propos d'un projet qui a été installé dans les fins des années 2000 là, début 2010, à Saint-Crépin, en Charente-Maritime. Donc on est dans notre région, de Nouvelle-Aquitaine, et c'est celle où il y a eu ce fameux recours. Eh bien, l'article s'appelle « Sous les pales, le vent de colère ne souffle plus ». C'est-à-dire qu'il y a une contestation, parce qu'effectivement, il y a une erreur au montage des éoliennes de pales. Les gens, il y a eu des levées de boucliers. Et dans cet article, c'est pas moi qui le dis. Allez, c'est 26 septembre 2017. Sous les pales, le vent de colère ne souffle plus. C'est le titre de l'article. Voilà. Chacun peut y aller s'il peut sur l'internet. C'est Sud-Ouest. Eh bien, aujourd'hui, les gens qui s'étaient levés contre effectivement ce bruit qui était anormal parce qu'il y avait une erreur du fabricant qui avait aiguillé pour la France. Vous dites que ce bruit, en tout cas, a été corrigé. C'est ce que vous dites et c'est ce que dit. Corrigé. Et aujourd'hui, les voisins qui étaient en colère à l'époque disent non, nous maintenant, on en reveut.
Michel assure ne plus prêter attention à 2 éoliennes pourtant plantées au bout de son jardin. Voilà, c'est la photo qu'il y a dans l'article de Sud-Ouest. Et là, c'est factuel. Je peux pas. L'exemple précédent, il est vrai, bien sûr, mais bon, je peux pas vous le prouver. Là, je prends. Ça veut dire que tout le monde n'a pas la même impression, en tout cas, à proximité d'une éolienne. Xavier de Namur. Mais non, ça veut dire que, en fait, les gens, une fois qu'ils ont vécu avec les éoliennes, ils s'aperçoivent qu'effectivement, c'est beaucoup moins de nuisances que ce à quoi ils s'attendaient. C'est ça. Et quand vous faites des sondages, parce que le sondage du Figaro dont on parlait au début, c'est n'importe quoi. C'est pas. Alors ça, c'est autre chose, mais on en fait aussi. Etc. Écoutez, c'est. Alors évidemment, c'est pas représentatif, mais c'est pas représentatif. Donc voilà, pardon, on peut pas nous opposer ça quand même. Non, mais on vous oppose pas ça, mais on le dit parce que. Non, mais pardon. Alors attendez, Jean-Yves Grandidier, on vous oppose rien du tout. En revanche, on vous le dit. Alors vous allez nous dire, c'est pas représentatif. Non, ce sont des sondages volontaires sur Twitter et sur Facebook. C'est ce qu'on a fait aussi sur Sud Radio. Après, s'il y a tant de gens qui aiment les éoliennes en France, comme vous le dites, eh bien mobilisez-les pour qu'ils votent aussi sur nos sondages. C'est pas notre faute si les opposants sont plus nombreux, quoi. Mais restez avec nous. J'aimerais que Xavier de Namur puisse réagir. Alors moi, je vais avoir une petite réflexion et une question. Une réflexion dans le sens où lorsqu'on a mis, moi j'habite en face de Golfresh, c'est une centrale nucléaire, donc je vois les panaches, etc. Donc j'imagine quand ils ont construit la centrale nucléaire, tous les gens qui étaient autour, il y en avait certains qui devaient flipper, ils devaient pas trop aimer ça. Lorsqu'on a construit des barrages pour faire de l'hydroélectricité, il y avait des gens on a noyé même des villages, il y avait forcément des opposants. Mais la question, donc forcément quand on met des choses nouvelles comme ça, on a toujours des opposants. La question c'est que je me demande pourquoi on développe pas, moi je prends comme exemple le Danemark qui est devenu quasiment autosuffisant en énergie renouvelable puisqu'ils sont des éoliennes, offshore à mort, quand on va entre la Danemark et la Suède, il y en a partout. Est-ce que ça serait pas plus rentable et d'avoir beaucoup plus de vent, beaucoup plus de puissance, de faire du offshore plutôt que de l'implanter sur la terre, uniquement sur la terre ferme? La question que je pose à monsieur Grandidier. Alors, j'ai laissé répondre monsieur Grandidier dans quelques instants. Maxime Thiebaud. Moi, j'avais la même question. Ok. Bon, donc, les éoliennes offshore. Jean-Yves Grandidier en quelques mots, ensuite Jean-Louis Butré, ensuite Philippe David. Et j'aimerais quand même réagir aussi. Allez-y. Bon, alors réagissez, Maxime Thiebaud. Non, le vrai problème, moi, les éoliennes, c'est très sympa, etc. Il y a un fait, c'est le recyclage et le démantèlement des éoliennes. Et on voit aux États-Unis de plus en plus de cimetières à éoliennes qui ne sont pas traités. En France, on sait que c'est une question. Comme pour les panneaux solaires. Comme pour les panneaux solaires. Et on voit en France que ça va devenir un vrai problème. On sait aussi que c'est une énergie qui évolue, une technologie qui évolue énormément vite sur l'éolienne. Et l'installation d'une éolienne devient très rapidement technologiquement obsolète. Et il y a un autre fait qui est quand même une réalité, c'est que c'est une énergie variable. Et donc, on ne peut pas s'en servir pour produire réellement de l'électricité. C'est un ajustement. Et moi, je serais davantage pour qu'on développe le nucléaire français, et notamment le traitement du nucléaire français, des déchets nucléaires ensuite, plutôt que de développer l'éolien, qui me semble plutôt, comme dirait Philippe David, le pansement sur la jambe de bois du capitaine Haddock. Et juste pour dire, par contre, on ne sait pas démonter, juste quand même pour dire qu'on ne sait pas trop démonter les centrales nucléaires après. Hein. Oui, mais c'est l'énergie déjà. Il y a juste, moi je veux quand même dire une chose, c'est qu'on a démantelé des centrales nucléaires, du moins petit à petit on démantèle, et la réalité c'est qu'on achète de l'énergie allemande produite à partir du charbon. Oui, et ça c'est ça le vrai fléau environnemental. C'est ça le vrai fléau. Alors Jean-Yves Grandidier, beaucoup de choses, beaucoup de points qui ont été soulevés. Le recyclage des éoliennes, ça c'est important, notamment d'ailleurs vous en installez, vous nous direz comment vous les recyclez plus tard. Et j'aimerais qu'on parle aussi, pourquoi pas, d'éoliennes offshore, loin dans la mer, mais là où on les voit pas. Mais le mix énergétique, au niveau des, on va vers un mix 100% renouvelable, et donc il y aura des éoliennes terrestres, il y aura bien sûr des éoliennes offshore, et vous avez raison, mais il y aura aussi du solaire. Pour moi, et pourquoi ça prend autant de temps, Jean-Yves Grandidier, l'offshore? Pourquoi ça prend plus de temps que le terrestre? Parce que c'était une technologie moins mature, et que bon voilà, là ça commence, on démarre, ça va s'accélérer. Effectivement, il y a eu des appels d'offres, et en particulier celui de Dunkerque l'année dernière, qui ont montré qu'on arrivait à des coûts de production qui étaient tout à fait significatifs, même si Dunkerque c'est un spot tout à fait intéressant et excellent d'un point de vue de l'éolien offshore. Mais on a besoin de l'ensemble. Et en fait, moi, en général, je parle pas d'éolien comme ça, je parle éolien plus solaire, éolien offshore, éolien onshore, et l'ensemble, dans 2050, ça fera 80% de notre mix électrique. C'est ça qu'il faut se rendre compte. En un mot, avant de redonner la parole à Jean-Louis Butré, je voudrais qu'on parle aussi du recyclage, s'il vous plaît. Et en fait, l'intérêt de ces deux énergies, c'est qu'elles sont complémentaires. Oui. Donc, on parlait de facteurs de charge tout à l'heure, là, les 25%, etc. Ben, en hiver, l'éolien produit beaucoup plus
que ces 25%, il va être pratiquement à mi-charge pendant une grosse partie de l'hiver. Vous savez, il y a des tempêtes, etc. Hein. Voilà. En été, il produit moins, mais en été, on a du solaire. Et effectivement, moi, je suis passé en train à côté de Golfech, là, monsieur parlait de Golfech tout à l'heure. La Garonne est pratiquement à vide en ce moment. Et effectivement, on aurait beaucoup de solaire pour alimenter le climatiseur. Ça nous éviterait d'importer du charbon allemand en ce moment, parce qu'effectivement, là, on est obligé de diminuer la production des centrales nucléaires, parce qu'effectivement, en été, il y a des problèmes de trophisation de l'eau dans les rivières. Voilà. Et effectivement, on a à gagner à développer. Revenons sur, s'il vous plaît, juste avant, parce qu'il faut qu'on avance. Sur le recyclage, et j'y réponds, je ne veux pas éviter, mais il y a tellement de questions, je suis désolé. Hein. Mais je sais, c'est pour ça. Le recyclage, il y a une réglementation en France qui n'existait peut-être pas aux États-Unis. On est obligé. La loi nous oblige à démanteler nos éoliennes et on met en place des provisions pour le faire. Tous les ans, le préfet du département où se trouve l'installation vérifie que les provisions sont bien et les garanties et les provisions sont bien mises dans des comptes et que effectivement on aura les moyens de les démanteler à la fin une fois qu'on aura fini de produire avec ces éoliennes. Voilà. Jean-Louis Buttret. D'abord, je suis curieux parce que M. Grandidier vient de parler pendant je ne sais pas combien de minutes pour faire la promotion de sa société des éoliennes. Donc, il a laissé très peu de temps aux autres de parler. Alors il était davantage mis en cause aussi, c'est aussi pour ça, si vous permettez quand même, Jean-Louis Buttret, parce que je veux bien qu'on critique le temps de parole des uns et des autres, mais on ne va jamais avancer dans ces cas-là. Donc il est logique que quand une personne est mise en cause, ait un droit de réponse. C'est à vous que j'adonne la parole maintenant. Voilà. Alors d'abord, l'éolien est pris comme un symbole écologique. Et quand on analyse l'éolien de A jusqu'à Z, en commençant par le béton qui est dans le sol, les pales, etc., dont on ne sait pas quoi faire lorsqu'il faut les recycler, on s'aperçoit que c'est anti-écologique au point. On a parlé de CO2. Les promoteurs vantent le fait que l'éolien économise du CO2. Tous les spécialistes indépendants disent que c'est un mensonge. C'est un mensonge parce qu'il y a l'intermittence et on vous l'a dit, c'est pris par des centrales à gaz lorsqu'il n'y a pas de vent. Donc tout ça, ce symbole écologique est remonté jusque pratiquement au niveau de la présidence et on a fait de cet éolien le symbole en disant il faut en mettre parce que c'est l'étendard de l'écologie. Les écologistes se trompent. Quand j'entends ou je lis que les promoteurs veulent mettre par exemple des éoliennes en forêt, moi je préfère planter des arbres que de planter des éoliennes. Quand on pense qu'il y en a 8000, qu'on va en mettre encore 10 000 et qu'on est en train de massacrer la France, la bataille par exemple de la montagne Sainte-Victoire, aller mettre 21 éoliennes sur la montagne Sainte-Victoire, c'est-à-dire massacrer la Provence, c'est absolument un vrai scandale. Donc ces éoliennes sont en train de détruire l'économie, détruire l'écologie, et les Français n'en veulent plus. Donc, alors bien sûr, les promoteurs, j'ai comparé tout à l'heure, et je m'excuse, Grandidier à un marchand d'aspirateurs. Là, vous avez des gens qui font la promotion. En réalité, toutes ces éoliennes sont importées d'Allemagne. C'est-à-dire qu'on n'a même pas d'emploi en France créé par les éoliennes pour les fabriquer. Quand on dit on va mettre 10 000 éoliennes, il faut savoir qu'une éolienne, c'est entre 3 millions et 4 millions d'euros. Et ça veut dire qu'on va importer en 40 milliards d'euros de machines industrielles. Et quand on connaît l'état actuel de certaines industries en France, on peut vraiment se poser les questions. Quand aujourd'hui, on voit qu'EDF a des pertes, il faut se poser la question, est-ce qu'on est sur le bon créneau? Simplement, comme c'est subventionné, mais c'est normal. Un lobby industriel qui s'est introduit dans les services de l'État va vous expliquer que c'est merveilleux, que les maires en veulent. On n'a jamais vu un vendeur d'aspirateurs ne pas dire que son matériel est bon. Donc voilà, actuellement, c'est une promotion qui est faite et qui est faite au niveau de l'État. C'est une erreur nationale et on attaque, si vous aimez mieux, non seulement région après région, avec toutes nos associations, mais on attaque au point de vue national. C'est-à-dire qu'on a déposé des recours en Conseil d'État. Là, vous parlez des associations comme la vôtre. De l'électricité. On a déposé des recours contre les démantèlements, parce que ce que disent actuellement les promoteurs éoliens, en réalité, on n'a pas l'argent pour démanteler et retraiter ces pales. Tout le monde le reconnaît, on ne sait pas quoi faire de ces plastiques. Les Allemands les envoient en Afrique et les Américains les enterrent. Nous, qu'est-ce qu'on va en faire? On ne sait pas les retraiter. Donc tout ça, c'est du marketing et actuellement, les citoyens français n'en veulent plus. Restez avec nous, en tout cas, Emmanuel Macron, attention, cet étendard écologie éolien, c'est une
faute majeure, et je pense qu'il va perdre des élections avec cette histoire. À cause des éoliennes. On verra s'il les perd à cause des éoliennes. En tout cas, mais restez avec nous. Il aura pris un vent. Merci Xavier Delannoy. Il aura été découpé par une pale. Restez avec nous, Jean-Louis Butré. Le débat est bientôt terminé. Faut-il continuer à implanter des éoliennes en France? On vous pose la question sur Facebook et sur Twitter, le Twitter de Sud Radio. Dans quelques instants, on vous donnera les résultats définitifs du sondage avec l'ami Clément Barguin. On est toujours avec nos deux invités, Jean-Louis Butré, président de la Fédération Environnement Durable, et Jean-Yves Grandidier, président fondateur de Valorem, qui est une société qui produit de l'énergie à partir notamment d'éoliennes. Philippe David, vous vouliez intervenir dans le débat? Alors non, parce que le bilan avec carbone, le micro ouvert, c'est mieux. Le bilan carbone, des éoliennes, c'est catastrophique. Le béton, ça représente 2,5% de la production, de la consommation, d'énergie fossile dans le monde, et 8 à 9% des gaz à effet de serre. Pour une éolienne, il faut entre 500 et 900 tonnes de béton. Vous voyez déjà la quantité d'énergie. Le poids d'une éolienne, le mât, c'est 133 tonnes à peu près, et le poids total 235 tonnes. Le mât, c'est de l'acier. La température de fusion de l'acier, alors ça dépend sur les aciers, c'est aux alentours de 1400 degrés pour emmener l'acier en fusion. Vous imaginez la quantité d'énergie qu'il faut? Et je me permets de vous poser la question. Le nucléaire, enfin, vu la complexité d'une centrale nucléaire, surtout quand elle met 15 ans à se construire, comme à Flamanville, j'imagine qu'il faut aussi pas mal polluer pour y arriver. Il faut de l'énergie, mais il faut faire combien d'éoliennes pour faire l'équivalent de centrale nucléaire? Troisièmement, je me suis amusé, j'étais en Allemagne en février dernier, je suis passé sur l'autoroute, il y avait des camions qui transportaient des éoliennes. Ça ressemblait aux road trains australiens. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, parce que pour transporter 235 tonnes de matériel, vous imaginez la quantité de gasoil qu'il faut consommer. Et en plus, je vais donner un dernier argument, mais là, t'as le droit de pas être d'accord avec moi. Le week-end dernier, je suis dans un département que vous connaissez bien, Jean-Marie Bordry, le Loiret, pour aller déjeuner chez un ami. C'était dans le Beauce, à Herceville, je peux dire où c'est, entouré d'éoliennes. Et là, je me suis dit, il faudrait faire une émission de télévisée des années 70, vous n'étiez pas né. Ça s'appelait La France défigurée. Parce que c'est d'un moche, mais alors d'un moche. Oh là là. Effectivement, mais il y a beaucoup d'auditeurs qui ont voté sur Sud Radio qui pensent de la même manière que vous, il faut le reconnaître aussi. Je voudrais remercier nos deux invités. Je sais que c'est un débat qui est toujours très passionné et c'est bien normal. Merci à vous, Jean-Louis Butré, d'être intervenu sur Sud Radio, président de la Fédération Environnement Durable. Merci Jean-Yves Grandidier, président fondateur de Valorem, qui produit de l'électricité, notamment à partir d'éoliennes.